Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode spécial du podcaston. Alors le podcaston, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un événement qui va se dérouler durant une semaine et dans lequel j'ai été sollicitée en tant que créatrice de contenu pour mettre en avant une association. La choisir a été très facile puisque étant au conseil d'administration de l'association Caméléon, il était évident pour moi que j'allais la mettre en avant. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel, un sujet qui ne devrait jamais être tabou, les violences sexuelles faites aux enfants. Je sais que c'est un sujet difficile, bouleversant, mais il est crucial d'en parler et de briser le silence pour sensibiliser et agir. Donc s'il vous plaît, je vous demande de rester jusqu'au bout et de ne pas vous dire que parce que vous n'êtes pas concerné, vous ne le serez jamais. Dans le cadre du podcaston, cet événement unique donc qui met en lumière des associations engagées, j'ai choisi donc de vous faire découvrir Caméléon, une organisation qui œuvre depuis plus de 25 ans pour les violences sexuelles faites aux enfants, mais également pour la protection et la reconstruction des enfants victimes de ces violences. Parce que la parole sauve des vies, parce que chaque enfant a le droit d'être protégé et entendu, eh bien nous allons explorer le travail remarquable de cette association avec une invitée spéciale, Églantine Camille, qui est chargée de plaidoyer et de sensibilisation chez Caméléon. Elle va nous expliquer dans une interview les réalités de ces violences, comment mieux prévenir, protéger et surtout agir. Ensemble, nous pouvons faire une différence et ça, j'en suis convaincue. On n'est encore pas assez nombreux autour de cette cause. Donc merci de prendre ce temps d'écoute parce que plus nous serons informés et plus nous pourrons être les acteurs du changement. Bonne écoute à tous. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Églantine. Bonjour. De l'association Caméléon. Avant de la présenter, je voulais vous dire qu'on allait parler d'un sujet un peu lourd, un sujet sur lequel il y a beaucoup de déni et j'aimerais vraiment que vous écoutiez jusqu'au bout ce podcast. On a beaucoup de choses à vous dire, à vous partager pour protéger vos enfants, pour protéger tous les enfants. Et justement, avant d'écouter Églantine, je voudrais revenir sur cette histoire de déni pour vous expliquer que c'est un sujet tellement lourd, les violences sexuelles faites aux enfants, qu'on a un mécanisme de défense qui est complètement naturel dans notre cerveau et qui fait que c'est tellement insupportable de se dire que ça peut arriver à côté de chez nous, que ça peut être même au sein de notre famille, que certains enfants vivent ça et que ça existe dans notre pays et à une échelle assez importante que notre cerveau, pour nous protéger, parce que sinon il se sent en insécurité, c'est-à-dire que je vis dans un monde en fait qui n'est pas sécure, c'est comme si on était en guerre en fait, et c'est le même mécanisme qui s'active. Résultat, entendre des choses là-dessus, ça plombe un peu et on n'a pas envie de les entendre. Sauf que ne pas les entendre, c'est aussi ne pas être prêt à les affronter, c'est aussi ne pas être capable d'apporter sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire d'aider pour, si on n'est pas concerné directement, d'autres leçons, et de pouvoir porter la voix des enfants qui, comme vous le savez, sont des personnes qui n'en ont pas en fait. Si ce n'est pas nous, ce n'est pas eux qui vont défiler dans les rues ou aller faire des revendications. Voilà, maintenant que le préambule est fait, je vais vous présenter Églantine, ou plutôt elle va se présenter. Merci beaucoup Noémie. Alors donc je m'appelle Églantine, je suis chargée de plaidoyer et de sensibilisation au sein de l'association Caméléon. Donc en bref, mes missions c'est de sensibiliser le grand public justement au sujet des violences sexuelles faites aux enfants avec plein de formats, des interventions, des vidéos explicatives, des contenus écrits, mais aussi de mobiliser les pouvoirs publics pour faire évoluer les lois pour mieux protéger les enfants. Je suis également coordinatrice d'un programme, tu parlais de la voix des jeunes et des enfants. Moi, je coordonne le programme des jeunes ambassadeurs et jeunes ambassadrices chez Caméléon, donc des jeunes de 18 à 25 ans, qu'on forme pour devenir des acteurs dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Et justement, pour rebondir sur ce déni, Églantine vient de se clôturer un événement absolument incroyable auquel j'ai eu la chance d'assister, le procès du déni, qui est une idée que tu as eue et que toute l'équipe a portée et qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et quelles ont été les conclusions de ça? Alors tout à fait, ça s'est passé le 30 janvier, donc c'était il n'y a pas du tout longtemps. On a organisé en fait un procès fictif
pour interroger le déni. Le constat qu'on s'est donné, c'est que quand on travaille dans la protection de l'enfance, qu'on est confronté à tous ces sujets, tu le disais, il y a quand même une certaine lourdeur à porter de tels messages. Et parfois, un petit sentiment d'incompréhension reste dans le « mais pourquoi ça ne bouge pas ?» On a ces chiffres, on a cette ampleur, on sait à quel point les violences sont courantes, sont persistantes, mais ça ne bouge pas. Pourquoi ? Eh ben, on va directement poser la question et on a choisi d'interroger symboliquement l'État et par là en fait la société tout entière à travers un événement de sensibilisation qui était justement porté par des jeunes adultes qui en fait ont pu faire valoir leurs revendications, leurs recommandations pendant ce procès. Et alors quel était l'objectif justement de ce procès du déni ? Pourquoi ? Alors c'était plein de choses en fait, c'était sensibiliser le grand public, donc on avait près de 320 personnes dans la salle qui étaient prêtes à écouter ces chiffres, à écouter ces voix des jeunes, mais c'était aussi directement pouvoir parler de cette question du déni, le mettre en fait au milieu de la salle et vraiment s'y confronter, donc tout à la fois de la sensibilisation, mais aussi essayer de trouver des solutions ensemble. Ce qui m'a marqué moi dans ce procès, en dehors du procès, c'est aussi les chiffres qu'on entend. Il y en a certains que j'aimerais rappeler, c'est qu'on a commencé à s'inquiéter de la protection de l'enfance après-guerre en 1946. Avant 1946, il n'y a pas de loi pour les enfants. Et très récemment, je crois que c'est en 2021 que la loi en janvier a été votée sur les violences faites aux enfants tout court, les violences qu'on appelle ordinaires, où il y a eu une loi. Oui, c'est 2019, la loi sur les violences éducatives ordinaires. En fait, on dit que c'est la loi qui interdit la fessée, en bref. Donc toutes ces petites violences qu'on appelle éducatives, mais qui sont de l'ordre des violences par lesquelles on essaye on pense pouvoir former un enfant, alors que non, c'est aussi des violences qui ont des conséquences. Et c'est très, très, très récent. C'est ça. Et c'est pour ça, il faut dire que vraiment, je voudrais appuyer là-dessus, c'est que vraiment les enfants sont pas très protégés en fait, pas autant qu'on l'imaginerait. C'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté à ces problèmes, on se rend pas compte. Mais les enfants sont vraiment laissés pour compte, comme toutes les personnes fragiles ou faibles ou qui n'ont pas de voix. Et quand on se dit que depuis 2019, c'est-à-dire qu'avant ça, si on frappe quelqu'un dans la rue, c'est de la violence. Si on fait du mal à un animal, c'est de la maltraitance. Mais quand on frappait un enfant, c'était de l'éducation. Et donc, il y a aussi une culture du déni, j'ai envie de dire, dans nos sociétés par rapport aux enfants où on croit qu'on est protégé et peut-être pas autant que ça. Et j'espère qu'à la fin de ce podcast, vous aurez une vision un peu plus claire de ce qu'on peut faire. Notamment, là, on va être vraiment sur le sujet des violences sexuelles, mais comment on peut les prévenir, comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous définir un petit peu, c'est quoi une violence sexuelle faite à un enfant ? Alors, une violence sexuelle sur mineur, c'est ce qu'on appelle une atteinte sexuelle, donc qui est dirigée vers un enfant, un jeune, en tout cas quelqu'un qui a moins de 18 ans en France. On parle souvent d'agression sexuelle et de viol, par exemple. Alors, l'agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle sans pénétration, et le viol avec pénétration, qu'elle soit donc vaginale, anale, buccale, sur la personne de l'enfant, de la victime, ou sur la personne de l'auteur. Mais les violences sexuelles, ça ne s'arrête pas là. En fait, c'est tout un spectre de violences qui peut passer par le harcèlement sexuel, l'exposition à des contenus inappropriés, l'exhibition, l'enregistrement et la détention de ce qu'on appelle des contenus pédocriminels, donc en fait des images et des vidéos qui mettent en scène des enfants exploités sexuellement, mais également des faits qui sont plutôt associés à l'univers numérique, avec de la manipulation d'enfants en ligne, des diffusions donc consenties de contenus intimes, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le revenge porn, ou encore plein d'autres faits. Donc voilà, en fait, une violence sexuelle sur un enfant, en bref, c'est à chaque fois qu'un enfant est utilisé à des fins sexuelles. Si on lui présente aussi des images, c'est aussi... Oui, voilà, tout à fait. Ça aussi, c'est parce qu'il peut ne pas être... Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, des téléphones portables qui sont donnés de plus en plus jeunes aux enfants, c'est vrai que ces violences-là, enfin c'est très violent et très choquant pour un enfant, ne serait-ce que de voir une image pornographique, quoi. Mais tout à fait, on sait que l'âge auquel les enfants sont exposés à des contenus pornographiques diminue de plus en plus, mais en fait, c'est pas seulement des jeunes qui se rendent
rentrent sur les sites pornographiques. Non, c'est aussi des jeunes qui reçoivent des images, des jeunes qui peuvent se les partager entre eux sur des réseaux comme Telegram, mais aussi sur les réseaux sociaux qu'on connaît, comme Instagram ou d'autres. Malheureusement, c'est aussi des techniques qui sont utilisées par des prédateurs sexuels pour normaliser certains comportements, certains contenus, notamment quand ces contenus pornographiques mettent en scène des jeunes adultes très très jeunes ou alors même des mineurs. Et qu'est-ce que tu veux dire par normaliser ? Ce qu'on observe en fait avec la présence de contenus sexuels et de violences sexuelles en ligne, c'est que le nombre de ces contenus va augmenter en fait. Ça va être très facile d'accès et que peu à peu, ce qui peut se passer comme phénomène, c'est une sorte de normalisation, en tout cas de banalisation du fait qu'un enfant puisse être exploité sexuellement, tout simplement. Et en fait, plus on a ces contenus, moins ils sont interdits, plus ils sont banalisés et plus il y a de chances que ça se reproduise dans une sorte de cercle vicieux de ces violences. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, parce que souvent on s'imagine que l'agresseur sexuel, c'est quelqu'un d'un peu bizarre, ou qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des agresseurs sexuels, quel profil ils ont ? Ils n'ont aucun profil, en fait. L'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants, on aura l'occasion de rappeler quelques chiffres, mais fait qu'en fait, tout le monde peut potentiellement en subir. Si tout le monde peut potentiellement en subir, c'est que tout le monde peut aussi potentiellement en être auteur. Alors évidemment, même s'il n'y a pas de profil, on va dire quelques informations chiffrées sur qui sont les agresseurs. La Commission sur l'inceste et les violences sexuelles en France, en 2023, posait que dans 97% des cas, il s'agissait d'hommes. Alors c'est un chiffre qui est néanmoins à nuancer, parce qu'on sait qu'il y a plein de violences commises par des femmes qui peuvent être très tabous, notamment dans le cadre familial. Ensuite, ces prédateurs, contrairement un peu aux idées reçues qu'on a, ils ont tous les âges. Ouais. Il y a notamment des enquêtes qui ont été faites sur ce qu'on appelle des forums pédocriminels, donc là où des prédateurs s'échangent des contenus, discutent entre eux, en les interrogeant sur quel âge ils avaient. Mais en fait, c'est autant des jeunes, ça peut être 18 ans, des jeunes adultes, des quarantenaires, et en fait, il y a de tout âge. Un autre enjeu sur lequel qu'on n'aborde pas si souvent que ça, c'est que quand on est hors du cadre familial, la moitié des violences sexuelles sur mineurs sont commises par d'autres mineurs. Donc il y a toutes ces questions-là. Évidemment, s'il y a un élément à retenir, c'est que l'immense majorité des agresseurs sont des proches des victimes. C'est ça. Comme en fait dans les violences commises à l'encontre des femmes, c'est en fait un phénomène qui revient assez souvent. Il faut se dire que ça arrive souvent dans des relations de confiance ou d'autorité, de pouvoir. Mais voilà, donc en bref, un agresseur, ça peut être un père, un voisin, un entraîneur, un réalisateur, un professeur. Ça peut être n'importe qui. C'est souvent c'est monsieur, madame tout le monde qu'on voit à la télé et on se dit mais en fait comment on aurait pu deviner ça. D'ailleurs l'affaire Pellico qui est une affaire française, alors je voudrais préciser aussi que c'est vrai que tout ce qu'on va dire dans le cadre de la loi, des chiffres, on parle de la France. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter dans d'autres pays, mais on parle de la France, donc ça s'applique effectivement qu'à la France. Maintenant, on sait que c'est pareil partout. C'est pas, on voudrait bien croire que ça n'arrive que dans des endroits où les gens sont pas très éduqués. Et je pense que l'affaire Pellico, donc qui est une affaire française à grand retentissement majeur qui a été très médiatisé, nous a montré que c'était vraiment monsieur tout le monde, un bon père de famille qui avait utilisé de la soumission chimique, c'est-à-dire des drogues, avait drogué son épouse pour la faire violer. Vous n'avez pas entendu parler de cette affaire en France, c'est impossible, elle a même fait le tour du monde, je crois, cette histoire. Et la seconde affaire, c'est effectivement ce député, ce sénateur français qui a essayé de violer et de soumettre chimiquement également une députée de l'Assemblée nationale. Donc là, ça nous montre vraiment, et aujourd'hui, avec la libération de la parole, on voit des réalisateurs, des personnalités publiques qui sont incriminées dans des affaires de viol, souvent sur mineurs d'ailleurs.
Et on se rend compte aujourd'hui que ça peut être. C'est-à-dire qu'on commence à entrevoir le spectre de « Ah oui, c'est peut-être pas que ce que j'imagine ». Mais tout à fait. Et pour rebondir sur l'affaire Pellico, un élément qui n'a pas été autant mis en avant, mais vu aussi l'horreur de cette affaire-là, c'est que Dominique Pellico était aussi soupçonné d'avoir agressé sa propre fille, donc Caroline Darian, et de l'avoir soumise chimiquement. Et je crois en ce moment même sous le coup d'une mise en examen pour une agression sexuelle sur mineur. Donc en fait, on voit aussi à quel point il s'agit du même profil, ce monsieur tout le monde dont tu parlais. Oui, et puis on est dans un profil de prédation en fait. À chaque fois, c'est ça, d'où le fait que ce soit des personnes connues, parce qu'il y a une espèce de relation de confiance, c'est-à-dire qu'on ne se méfie pas de son professeur de piano ou de son maître à l'école. Et puis d'ailleurs, on pourra en parler justement, comment les prédateurs arrivent. Parce qu'en tant que maman, moi j'ai 3 enfants, je les ai mis en garde sur faites attention, on ne parle pas aux inconnus. Je pense que plutôt que d'alerter ses enfants sur ne pas parler aux inconnus, c'est plutôt de définir à qui il ne faut pas parler et pourquoi, que de dire les inconnus, parce que finalement, le connu est peut-être plus dangereux que l'inconnu. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, il faut se dire que quand des violences sexuelles arrivent à l'encontre de mineurs, ça arrive très rarement d'un coup comme ça. C'est très rarement un événement déjà unique, une occasion, on va dire, très momentanée. Donc, ce qui se passe, c'est que dans l'immense majorité des cas, il y a tout un système, tu as utilisé le mot, de prédation qui se met en place. Déjà, il faut savoir que une grande partie des victimes de violences sexuelles durant l'enfance n'est pas victime que d'une seule violence. Ça peut se reproduire plusieurs fois, parfois des dizaines de fois, voire plus, notamment quand il s'agit du cadre familial. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que ça va commencer étape par étape. Donc une mise en confiance. Ensuite, peut-être, pour aller dans les violences vraiment de type agression sexuelle et viol, ça peut commencer par des jeux. On voit souvent ça avec les affaires concernant des entraîneurs sportifs, par exemple. Donc, on commence par des jeux, petit à petit, donc des attouchements, et à la fin, donc après parfois des mois, des années, il y a la première agression, le premier viol. Donc, en fait, c'est jouer de la confiance de l'enfant pour aussi garantir le fait que l'enfant garde le silence. Et c'est ce mécanisme-là, précisément, qu'il s'agit de démonter. Donc quand tu parlais de ce qu'il faut dire aux enfants pour s'assurer qu'il ne se passe rien, le premier réflexe, c'est il faut en parler, et qu'un adulte dise qu'on doit garder ça secret, ce n'est pas normal. Et c'est ce premier mécanisme qui vraiment pose toute la question du déni aussi de nos sociétés. Parce qu'on peut s'imaginer, c'est vrai, on a une bonne relation avec ses enfants, on se dit qu'ils vont nous le dire, ou qu'on va s'en rendre compte. Effectivement, parfois il y a des signes, mais pas toujours. Et il faut faire attention, surtout que parfois ça arrive avec l'adolescence et on se dit ils grandissent, ou voilà, il peut y avoir aussi d'autres raisons qui expliquent un changement de comportement chez l'enfant. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on peut se dire que les enfants vont nous le dire. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas ça. Et pourquoi ? Alors, il faut quand même se dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent. Oui, heureusement. Donc ceux-là, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui parlent. Le problème, c'est qu'on ne les écoute pas toujours. Oui, aussi. Parfois, ils tentent de parler. Et ça peut arriver avec le plus bon sentiment possible, mais en fait, de ne pas aussi être prêt à comprendre ce que l'enfant est en train de nous dire. Malheureusement, oui, il y a plein d'enfants qui ne parlent pas non plus, parce que on peut reprendre ce cas de figure, on va dire, d'un entraîneur sportif ou d'un membre de la famille qui fait garantir à l'enfant que non, tu n'as pas le droit de le dire, c'est notre secret. Il faut aussi se dire que ces prédateurs peuvent manipuler l'enfant à tel point que c'est l'enfant qui va se sentir coupable. Alors on connaît tous ces phénomènes qui sont liés aux violences sexuelles, donc qui touchent à notre chair, où il y a forcément cette culpabilité, une honte parfois, qui peuvent se construire après l'événement, mais c'est aussi quelque chose sur lesquels capitalisent les prédateurs. Donc en fait, de dire, mais tu vas détruire ta famille si tu en parles. Ta mère va te détester. Tu vas perdre ta bourse d'études. Toutes ces choses-là qui font peser un poids énorme sur aussi l'enfant qui est déjà en train de vivre des violences et à qui ça rajoute encore une certaine pression, une violence symbolique. Est-ce qu'il y a des enfants plus vulnérables que d'autres ? Alors, tout comme il n'y a pas de profil d'agresseur, il n'y a pas non plus de profil de victime, évidemment. Ouais, c'est important de le dire. Par contre, il y a quand même, on va dire, des enfants qui peuvent avoir des facteurs de vulnérabilité supplémentaires. Bon, première chose, la plupart des victimes sont des filles.
On sait, on peut nuancer ce chiffre aussi, on sait que les violences sexuelles sur les garçons sont peut-être encore plus tabous. Oui. Voilà, donc le chiffre est certainement sous-estimé. On remarque aussi qu'avant l'adolescence, on va dire que les violences ne sont pas si genrées que ça. C'est au moment de l'adolescence où les filles vont surtout être visées. Les enfants peuvent être aussi victimes malheureusement à tout âge. C'est peut-être un des éléments qui est le plus difficile à imaginer dans les violences, mais c'est un nourrisson, un bébé, un petit enfant, un préado, un ado, peu importe. Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Oui, tout à fait. On sait que la moyenne d'âge, on va dire, à laquelle les victimes françaises sont confrontées à des violences, c'est 8 ans et demi. Donc quand même très jeune. Par contre, il y a certains facteurs qui peuvent renforcer, on va dire, les risques, et notamment les enfants en situation de handicap, et encore plus particulièrement ceux qui sont en situation de handicap non verbal, en fait, qui ont 4 fois plus de risques d'être victimes de violences durant leur vie, et pour une raison qui est horrible mais très simple, c'est qu'ils n'en parleront pas. Eh oui. Quelques chiffres d'ailleurs, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres de ce que ça représente, chiffres qu'on connaît bien sûr, ces violences sexuelles faites aux enfants, qu'on a une idée? Alors le chiffre, je pense, à retenir, si on ne doit en dire qu'un, c'est plus de 160 000 enfants sont victimes de violences chaque année en France. C'est énorme. Donc pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est un enfant qui subit un viol, une agression ou une tentative de viol et d'agression toutes les 3 minutes. Si on revient à l'échelle, on va dire, de la population française, on estime qu'il y a un adulte français sur 10 qui a vécu des violences durant l'enfance. Donc en fait, c'est un phénomène qui est très courant. On connaît tous, sûrement, on a tous déjà croisé des agresseurs et des victimes potentielles. Et c'est ça qui est très inquiétant sur cette question, c'est que malgré l'ampleur du phénomène, ces violences restent tabous. Ah mais complètement. Et rien ne bouge. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à nous écouter et même si c'est difficile à se dire, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Enfin, moi, je pense que c'est une responsabilité de chacun de se dire, je suis peut-être pas concernée, mais je pourrais l'être. Quand tu donnes les chiffres que tu donnes, on va forcément dans notre vie connaître quelqu'un à qui c'est arrivé, qu'ils le disent ou pas d'ailleurs, mais on a forcément côtoyé des victimes. On en a peut-être tout proche et on le sait pas. Et là, ça fait un quart d'heure qu'on parle, donc ça veut dire qu'il y a eu 5 victimes en 15 minutes, quoi. C'est glaçant. Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on voit qu'il y a une ampleur, puisque aujourd'hui les prédateurs ont un autre canal pour approcher les enfants. Justement, quels sont les risques aujourd'hui d'exposition? Parce que là, ça concerne tout le monde. Tout à fait. En fait, alors les réseaux sociaux, Internet, c'est une immense chance, hein, évidemment. Oui. Enfin, là, typiquement, c'est ce qu'on est en train d'utiliser pour faire de la sensibilisation. Par contre, 2 choses avec les réseaux sociaux et Internet et l'augmentation des violences. Première chose, c'est que ces réseaux sociaux, ils facilitent les violences qui sont déjà existantes. Deuxième risque, ils en créent des nouvelles en fait. Donc par exemple, dans le premier cas, on peut penser à en fait, une certaine facilité pour les prédateurs pour contacter des enfants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grooming, ou en français, on peut dire pédopiégeage. C'est le fait de manipuler un enfant, par exemple, en se faisant passer pour un autre enfant. Un exemple très clair, un prédateur a envie de contacter un enfant qu'il connaît, et ben en fait, il lui suffit de se créer un petit compte sur Instagram d'un enfant du même âge, vivant dans la même ville, avec à peu près les mêmes goûts, et d'un coup, ça devient l'ami et le meilleur ami de votre enfant. Donc il y a toute cette facilitation. Sur la création de nouveaux risques, on peut penser notamment à l'utilisation de plus en plus courante de l'intelligence artificielle. Donc il y a ce qu'on appelle les deepfakes. Alors les deepfakes, c'est ces images qu'on truque en fait par l'intelligence artificielle. Donc ça peut être tout simplement prendre le visage de quelqu'un, le mettre sur le corps de quelqu'un d'autre. On en a tous vu des vidéos comme ça où une personnalité politique ou publique parle en disant des choses qu'il n'a pas dit. Donc voilà. L'affaire Brad Pitt là. Oui, par exemple, voilà, tout à fait. On peut. Et en fait, ces mécanismes-là, ils sont aussi utilisés pour piéger des jeunes. Donc parfois, ça va être de la création de contenu pédocriminel, donc de ces jeunes-là, pour ensuite soit leur extorquer une rencontre dans la vraie vie, d'autres contenus, cette fois-ci réels, on va dire, ou même parfois de l'argent, parce que oui, ça aussi, ça arrive. Ah oui. C'est ce qu'on appelle la sextorsion financière.
Et étonnamment, c'est une des seules violences sexuelles faites aux enfants qui touche surtout aux garçons et surtout aux adolescents de 14 à 17 ans. Donc en fait, le mécanisme, c'est de se dire, donc un prédateur va notamment se faire passer pour une jeune fille, une adolescente, sur des jeux vidéo surtout. La jeune fille va devenir amie avec un jeune garçon. Ensuite, la discussion va devenir de plus en plus intime, jusqu'à des échanges de contenu ou bien des vidéos, des échanges vidéo en direct avec des actes sexuels. Et à partir de là, c'est enregistré, on révèle la vérité et on demande à l'adolescent de l'argent. Sinon, on publie tout sur les réseaux et on envoie à ses proches. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les réseaux encore, à part le grooming ? Oui, il y a plein de choses. Il y a aussi un risque sur lequel nous, on essaye beaucoup d'avertir au sein de Caméléon, c'est l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. On a sorti une campagne en octobre dernier sur ce phénomène qu'on appelle le sharenting. Alors le sharenting, c'est le fait pour un parent notamment de partager des photos de ses enfants donc, sur les réseaux. Et en fait, les risques sur lesquels on alertait, c'est de se dire, ces photos-là, oui, nous, on est très fiers, c'est des petits moments qu'on partage avec notre réseau, avec nos proches, avec le monde entier. Mais en fait, ces photos, elles sont récupérées. Et ces photos, elles sont utilisées par des prédateurs malgré le fait qu'elles nous paraissent la plupart du temps très anodines, ça peut être juste notre fille, notre petit garçon qui sort d'un club de sport, qui célèbre une victoire sportive. Mais en fait, parfois, ça peut répondre aussi à certains fantasmes de prédateurs sexuels qui peuvent ensuite les utiliser, encore une fois, pour contacter les enfants ou pour tout simplement répondre à leurs fantasmes. Oui, ce que tu nous dis, toi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être en maillot de bain. C'est sûr que ça renforcerait, j'imagine, ou en train de manger une glace, mais c'est que ça peut être une photo banale, peut exciter un pédophile parce que l'enfant lui plaît, tout simplement. En fait, oui, tout simplement. C'est ça, comme on peut avoir dans une relation normale, trouver quelqu'un de joli, eux ne les regardent pas avec le même regard. Non, tout à fait. Et le pire, c'est que ces photos, souvent, en fait, il ne faut pas non plus dire que ces photos vont être récupérées une seule fois et être dans l'ordinateur d'une personne, stockées dans un disque dur. Non, en fait, ce qui est aussi horrible, je pense, la deuxième information un peu étonnante sur la pédocriminalité, c'est que les pédocriminalités, entre eux, ils parlent, ils échangent, ils s'aident, ils se rassurent. C'est ça. J'ai vu très récemment notamment un extrait d'un forum de discussion où c'était un jeune de 16 ans qui rejoignait ce forum en disant mais en fait c'est génial parce que moi je pensais que j'avais un problème à vouloir agresser des enfants mais je vous vois et en fait c'est normal. Et les autres qui répondaient oui bienvenue c'est normal et qui le rassuraient. Donc en fait il y a vraiment cette communauté d'échange à laquelle on doit faire face, nous, en tant qu'individus qui essayent tout simplement de mettre en sécurité ses enfants. Oui, c'est sûr que ça a renforcé parce qu'ils se partagent aussi des bonnes pratiques. On l'a vu pour l'affaire Pellico, pareil, où on sait qu'ils donnaient des dosages, ils se partagent des astuces de comment aussi manipuler un enfant pour les novices. Enfin, ils se donnent tout un tas de conseils, de la même manière qu'il y a les communautés, je ne sais pas, des gens qui golfent ou qui... il y a des communautés aussi de ça, et c'est vrai que ça a facilité, même si c'est très bien de dire qu'il ne faut pas diaboliser. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une innovation, mais c'est comme tout dans la vie, un couteau, tu peux tuer quelqu'un, tu peux faire un bon repas, tu vois, il y a toujours deux faces à une pièce en fait, rien n'est bon ou ni mauvais, mais c'est vrai que ça a pris de l'ampleur parce que c'est plus facile, quoi. C'est plus facile, alors c'est même très facile d'accès. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de l'intelligence artificielle, on peut se dire que c'est très compliqué, qu'il faut certaines capacités et compétences techniques. Pas du tout. Non, en quelques clics, c'est fait. Et comme tu le disais, il y a des manuels tout près de toute façon pour expliquer. Donc, il ne faut pas grand-chose. Donc, oui, effectivement, les nouvelles technologies ont facilité ces violences, ont permis d'en créer de nouvelles. Et ce qui est important de retenir, c'est que oui, il ne faut pas diaboliser les nouvelles technologies. Par contre, il faut prendre en considération ces risques-là. Et quand je dis les prendre en considération, c'est vraiment les prendre en considération dès qu'on réfléchit à développer même une technologie. Donc dès le début, en se disant comment je fais pour que ma technologie ne soit pas utilisée à ces fins-là. C'est ça. C'est ça, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de recul par rapport, j'imagine, à la technologie. Tout à fait. Et puis parce qu'on ne prend pas tant que ça en considération ces risques face à tous les enjeux qu'ils peuvent créer. Et justement, alors comment on peut protéger nos enfants en ligne ? Alors en faisant plein de choses. Oui. Ça tombe bien.
Bon, il y a différentes choses. La première, c'est que les enfants puissent se protéger eux-mêmes en ligne. Donc, il y a tout ce qu'on connaît sur les réseaux sociaux, les comptes privés. Il y a aussi tous ces outils de supervision parentale, donc à en fait gérer avec l'enfant lui-même, toujours le faire participer aussi à ces processus pour pas que ça devienne des processus de surveillance qui en fait vont être totalement contre-productifs. Donc que l'enfant puisse avoir accès à des plateformes tout en garantissant que son environnement est quand même assez sûr. Ensuite, il y a nos propres pratiques aussi. Nos propres pratiques, pourquoi ? Parce que je parlais du sharenting tout à l'heure, essayer de réfléchir à soi-même comment on utilise ces outils numériques et comment on peut faire en sorte de ne pas multiplier encore les risques auxquels sont confrontés nos enfants. La troisième chose, la plus importante, c'est toutes ces questions de prévention. C'est de se dire, il faut échanger avec nos enfants sur toutes ces pratiques numériques et sur tous les risques qu'il peut y avoir sur Internet et les réseaux sociaux. Parfois, peut-être qu'on peut avoir une certaine peur, on va dire, de se confronter à tous ces environnements qu'on ne connaît pas forcément ou alors qui évoluent tellement vite que on ne peut pas suivre tout le temps. Il y a un exemple que je trouve assez parlant, c'est de dire, par exemple, notre enfant revient de 4 heures avec un ami dehors, on va directement lui demander, oui, t'as fait quoi, t'étais avec qui ? Et pourtant, on peut plus facilement dire, oui, il est resté 4 heures sur son téléphone. Mais rester 4 heures sur son téléphone, c'est faire plein de choses, c'est parler avec des gens, c'est voilà. Donc en fait, il faut essayer d'appréhender le monde numérique comme on appréhende le monde, on va dire, réel, et d'avoir la même démarche de, oui, malheureusement, parfois il peut se passer des choses, parfois des gens ne vont pas respecter tes droits, et quand les gens ne respectent pas tes droits, tu peux faire telle ou telle chose. Ce que peuvent ne pas savoir les parents, c'est un peu comme avec la sexualité, c'est comment j'aborde ces questions avec mon enfant, mais sans lui faire peur, parce que c'est ça qu'ils craignent, je crois, c'est de les effrayer. Alors c'est ça, en fait, il faut se dire que l'information la plus importante à retenir pour un enfant, c'est la question de personne n'a le droit de lui faire du mal, et il a le droit de dire non. Cette question-là, en fait, c'est la question du consentement, très clairement. Le non, c'est un bon moyen d'aborder ces questions. Tout d'abord parce qu'en fait, il peut avoir lieu dans plein de contextes différents. On peut penser au moment où un enfant va décider c'est bon, il est assez grand pour prendre sa douche lui-même. Qu'est-ce qu'on aborde à ce moment-là ? Il a le droit de dire non. Et il comprend que son corps, c'est quelque chose d'intime, qu'il y a des parties qui sont privées et qu'il ne veut pas qu'un adulte le voie. Donc il y a tous ces petits moments qui peuvent s'enclencher, mais évidemment, c'est des discussions qu'on peut avoir et qu'on doit avoir dès le plus jeune âge. La question du non, par exemple, elle peut se poser à travers des questions très simples. Est-ce que tu as le droit de dire non ? Okay. Est-ce que tu as le droit de dire non à un adulte ? Dans quel cas tu as le droit de dire non à un adulte ? Pour vous aider, il y a il y a plein de ressources qui existent. Je peux en citer 3. Sur cette question du non, Dominique de Saint-Marc, qui est l'autrice des Max et Lily, a fait le petit livre pour apprendre à dire non. Où justement, en fait, il suffit de le lire avec son enfant et de se poser les questions en même temps. Donc, et après, ça peut enclencher une discussion. Sur des sujets comme l'inceste, on peut citer Le Loup de Maïlan, où justement, on suit une petite fille, Miette, qui nous raconte ce qu'elle vit avec le loup chez elle, ou encore des ouvrages qui permettent, pareil, une lecture, on va dire, à deux entre parents et enfants. Donc le permis de prudence sur les violences, notamment intrafamiliales, donc pareil, de Dominique de Saint-Marc, mais également le permis de cyberprudence, qu'on a élaboré avec elle sur toutes ces questions de violence en ligne. En tout cas, les messages à retenir. Les adultes n'ont pas le droit de te faire du mal. Ça ne veut pas dire que tous les adultes sont méchants. Oui, ça veut dire que, en tant qu'enfant, tu as des droits, que parfois certains adultes ne les respectent pas, et que s'ils ne les respectent pas, il faut que tu le dises, parce que tu as le droit d'être protégé, et que normalement les adultes, ils sont censés te protéger. Une petite information aussi à leur rappeler, c'est que parfois, en tant qu'adulte, on peut aussi ne pas être prêt à entendre la parole de l'enfant. Et si un enfant parle à un adulte en qui il a confiance et que cet adulte ne sait pas répondre et ne sait pas le mettre en sécurité, ça peut arriver et qu'il faut juste parler à un autre adulte. Oui. Voilà, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que tous ces sujets peuvent être difficiles parce qu'on a l'impression qu'on va parler de quelque chose de super effrayant avec nos enfants, mais il faut aussi être dans une démarche de se dire, en fait, par là, je le mets en sécurité et je m'assure simplement que s'il se passe quelque chose, peut-être qu'il va m'en parler. C'est ça. C'est ça.
Justement, à quel âge on peut commencer à ouvrir ce dialogue avec l'enfant ? Sur les questions de partie privée et de consentement, c'est dès l'école primaire en fait. Malheureusement, donc on sait que ces violences peuvent arriver à n'importe quel âge, donc c'est pour ça qu'elles doivent être abordées le plus tôt possible. Mais voilà, en fait, au fur et à mesure de l'âge, donc comme tu le disais avec les questions de sexualité, on va un peu plus creuser dans les sujets. Mais au début, c'est tout simplement la relation avec soi-même, avec les autres, la notion du consentement, la notion donc des parties privées. Donc on peut les mimer pour les tout petits, c'est là. Mais voilà, donc dès l'école primaire et après évidemment au collège on peut commencer à introduire ces notions de violence en ligne et passer donc à toutes ces notions aussi d'agression plus l'enfant grandit. Moi, je peux vous partager ce que j'ai fait avec mes filles. C'est au moment du bain, on donne le bain à ses enfants. C'est de très très petits, moi déjà, je leur disais que c'était à elles de se laver à certains endroits. Même s'il y avait un objet entre elles et moi, puisque je ne les lavais pas avec mes mains, mais je disais, voilà, il y a des endroits de ton corps que même moi, je ne touche pas. Maintenant, tu es assez grande pour te nettoyer toute seule à cet endroit-là et tu le fais toi-même. Et en fait, sans parler finalement que quelqu'un pourrait, sans induire ça, parce que c'est petit, donc c'est vrai qu'on peut les effrayer ou créer des questionnements qui peuvent les perturber un peu, mais c'est juste de dire, voilà, tu vois, cet endroit-là, moi, de ton corps, j'y touche pas. Donc ça envoie quand même le message que si maman, elle le fait pas, qu'elle me dit que personne d'autre doit le faire, c'est pas normal si quelqu'un venait à le faire. L'autre chose aussi que j'ai fait pour mes filles, c'est de leur expliquer que quoi qu'il arrive, parce que souvent les enfants, tu l'as dit, se sentent coupables, parce que derrière il y a une prédation, il y a quelqu'un qui va tellement les manipuler, qui va finir par leur faire croire que c'est de leur faute si on en est arrivé là. Et que, parce que, je sais pas, ça peut être une petite fille, moi je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée, qui était déjà adulte, qui avait été violée par son grand-père quand elle avait 3 ans, et il lui avait dit qu'en fait elle était aguicheuse. Aguicheuse à 3 ans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'avait sorti elle-même, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit « Ah oui, j'étais très, très aguicheuse ». Comme si un enfant de 3 ans pouvait être aguicheur, et c'est même pas ce que c'est, la sexualité, c'est un truc qui est abstrait à cet âge-là, enfin qui n'existe pas dans leur psyché, qui n'est pas développé, et du coup c'est de dire, voilà, tu vas croire que tu as fait quelque chose de mal, ça va te laisser entendre ça, et donc à aucun moment il faudra, et d'ailleurs c'était marrant parce que mes enfants ont transposé ça à l'école, et donc quand il y avait un professeur qui n'avait pas du tout ce genre de comportement, mais qui voulait, qui les remettait en cause sur certains trucs. Je me souviens que j'avais mes filles venaient, une particulièrement, qui disait oui, il a fait ça, mais est-ce qu'il a le droit elle se posait souvent des questions sur est-ce qu'il a le droit de faire ça ou ça. Donc voilà, je pense que ça c'est la base, et après quand ils sont un peu plus grands, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur en fait. Non mais alors déjà la première chose qu'il faut se dire, c'est que de toute façon ils seront confrontés à ces questions-là. On sait que la moitié des enfants des garçons français de moins de 12 ans sont déjà allés sur des sites pornographiques. Oui. Donc déjà, les sujets de sexualité, ils les connaissent. Donc peut-être qu'il vaut mieux pouvoir leur donner des vraies informations et des informations plus sûres pour échanger. Maintenant, oui, sur toutes les autres questions, et notamment pour les plus petits, ce qui est important, c'est de développer ce qu'on appelle des mécanismes d'autoprotection. Donc, par exemple, ce qu'a fait ta fille, c'est un mécanisme d'autoprotection. C'est de se dire, attends, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très bien là, donc je vais poser la question, je sais que je peux en parler. Et voilà. Et en fait, juste savoir que certaines parties sont privées, ou qu'on a le droit de dire non, ou qu'un adulte, dans aucun cas, ne doit nous faire du mal. Ça, c'est ces mécanismes d'autoprotection qui peuvent aussi servir entre les jeunes, parce que les jeunes, ils parlent entre eux. Oui, donc, voilà. Nous, on croit fermement dans ce qu'on appelle la sensibilisation entre pairs. Donc, le fait que les jeunes entre eux peuvent aussi créer ce climat de confiance pour parler s'il se passe quelque chose, et pour développer certains réflexes et mécanismes. Par rapport à ce que tu as dit, je me dis que aussi on va se méfier des adultes, du coup, on peut les alerter sur les adultes qui les entourent, mais dans ce que tu as dit, c'est qu'il y avait aussi des jeunes, que c'était pas forcément un adulte, et je pense qu'un enfant se méfie moins d'un autre enfant, en fait. Quand tu as l'adolescence, tu vois, tu as un petit copain, c'est un peu normal, donc qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça ? Alors c'est vrai que les violences entre mineurs, on va surtout en parler par exemple pour le harcèlement.
Donc là, ça ne nous étonne pas, mais c'est aussi pour les violences sexuelles. La difficulté avec ces violences-là, c'est que si un enfant, notamment un très jeune enfant, en vient à toucher, agresser un autre enfant, il ne faut pas oublier la partie de pourquoi cet enfant fait ça et comment ça se fait qu'il est au courant qu'on puisse faire ça. Très souvent, alors pas tout le temps, c'est pas une généralisation, mais les enfants auteurs de violences sexuelles sont soit victimes, soit ils sont confrontés à ce qu'on peut appeler des climats incestuels à la maison. Donc des sortes de climats de sexualisation des rapports familiaux en fait. Et qui se manifestent comment concrètement ? Alors justement, Caroline Darieux en parle par exemple dans sa relation avec Dominique Pellicot. Ça peut être des parents qui vont s'exhiber devant leurs enfants. Ça peut être des parents qui vont détailler leur sexualité à leurs enfants, ou ça peut être aussi des inversions de rôle. Donc quand on va considérer un enfant comme responsable de son parent physiquement, matériellement, où en fait c'est un contexte où les rapports familiaux sont bouleversés et qui peuvent ensuite amener à de l'inceste. D'accord. Voilà. Et les auteurs mineurs, ça peut aussi être des enfants qui ont été exposés trop jeunes à des questions à de la pornographie un peu violente. Donc voilà. Donc en fait, les auteurs mineurs, c'est aussi toute une question de prévention. Quand nous, on fait de la prévention en milieu scolaire, donc quand on va voir directement les enfants pour leur parler de ces violences-là, oui, on prévient des violences qui peuvent, peut-être qu'on les aide à développer ces mécanismes d'autoprotection. On est aussi présente pour écouter leurs paroles si jamais ils ont vécu des violences. Mais ce qu'on fait aussi, c'est de leur demander de se mettre à la place de réfléchir à la place de la victime, à la place du témoin, mais aussi à la place de l'auteur. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, en se mettant dans ce trio, on va dire, de place, on peut défaire tous les mécanismes de violence. En comprenant, par exemple, comment un adulte peut mettre en place ce mécanisme de prédation, on peut aussi mieux le reconnaître. Oui, donc c'est comme ça qu'on fait de la prévention. Alors justement, parlons de Caméléon. Qu'est-ce que fait Caméléon exactement ? Donc ça œuvre déjà pas que sur le territoire français. Alors, donc Caméléon, c'est une association de solidarité internationale qui vise à lutter contre les causes et les effets des violences sexuelles faites aux enfants et aux adolescents. Effectivement, on travaille sur plusieurs territoires, notamment la France, mais aussi les Philippines, où on a notamment des programmes d'accueil de victimes de violences sexuelles, de reconstruction, des programmes allons vers la résilience aussi pour les accompagner dans leur parcours. Oui, c'est des centres en fait dans lesquels elles sont prises en charge de A à Z. Tout à fait, et d'autres programmes qui visent à développer toutes les communautés. Et encore une fois, je parlais des jeunes ambassadeurs de Caméléon au début, c'est aussi un programme qui existe aux Philippines et qui vise à donner la parole à des jeunes pour aussi changer leur société. En France, on a différents axes d'action, donc la prévention tout d'abord. En fait, on va directement au contact des enfants. Voilà, dans une approche assez ludique et positive. Donc le but, c'est pas de les effrayer comme on le disait tout à l'heure, c'est de leur rappeler qu'ils ont des droits. On développe plein de jeux pour ça, plein de ressources avec des animateurs et animatrices qui aussi ont une posture qui vise à faire participer les enfants, donc par exemple qui trouvent eux-mêmes certaines solutions pour se protéger, pour qu'en fait les choses viennent d'eux et pas de nous, parce que des adultes qui disent à des enfants ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça marche pas toujours, alors que s'ils le décident eux-mêmes, normalement ça fonctionne. Et justement, comment vous allez au contact de ces enfants ? Alors ça peut être à travers différents moyens, donc on travaille avec le milieu scolaire. Donc par exemple avec des écoles primaires, des collèges, des lycées, on fait des parcours pédagogiques avec les classes en impliquant aussi l'équipe pédagogique, parce qu'on essaye d'avoir cette approche globale de tout le monde doit participer, mais également avec des maisons des adolescents ou des publics qui sont plus en situation de vulnérabilité, comme des enfants placés par exemple.
On a également des actions de ce qu'on appelle de sensibilisation, donc faire en fait expliquer ce que sont les violences sexuelles, leur ampleur et comment faire pour lutter contre elles, où là en fait ça vise à interpeller toute la société, les parents, les professionnels, les médias, pour véritablement mettre le sujet sur la table, et enfin des actions de plaidoyer où pour le coup on essaye de faire évoluer les politiques publiques et d'interpeller le monde politique sur le fait que l'enfance doit être une priorité en France. Alors justement, un plaidoyer, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est exactement ? On va dire que le plaidoyer, c'est changer le cadre. C'est au-delà de la responsabilité individuelle qu'on a tous à faire en sorte que les enfants soient en sécurité et qu'ils soient protégés, c'est de se dire, ok, est-ce que la loi encadre assez de choses ? Est-ce qu'il y a des failles ? Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette en fait ? Est-ce que quand on fait un nouveau projet politique, est-ce qu'on prend en compte la place des enfants ? Est-ce qu'on fait participer les enfants ? En fait, c'est toutes ces questions-là, c'est de vraiment prendre le cadre, alors pas que législatif, en fait, toutes les politiques publiques, même à des échelles locales, municipales, et de se demander si les enfants sont assez pris en compte, et sinon, comment on le fait ? Et là, le comment, c'est alerter justement dans toutes les sphères des pouvoirs publics pour essayer de faire changer des lois ou des textes ou des choses comme ça, des prises en charge. Tout à fait. Et c'est aussi travailler main dans la main avec eux et se dire que nous, on est là pour ça, qu'on a notre expertise et que si une personne politique a envie de faire bouger les choses, on se rend disponible pour tout simplement que ce soit écrire une nouvelle loi, l'alerter sur des dysfonctionnements ou toute autre sollicitation. Est-ce qu'il y a une victoire que tu peux nous partager, par exemple ? Une des victoires qu'on a eues date de 2023, c'est une des plus marquantes, c'est la loi dite Studer sur la vie privée des enfants. On a réussi en fait, tout le monde associatif, donc Caméléon, a réussi à faire entrer dans le code civil le fait que les parents devaient protéger la vie privée de leurs enfants, notamment dans le cadre de ce dont je parlais tout à l'heure, donc le sharenting. Oui, le partage de photos donc sur Internet. Effectivement, peut-être qu'il y a des parents qui ne savent pas, mais les enfants peuvent se retourner grâce à cette loi contre leurs parents, parce que au-delà du fait de parler des prédateurs sexuels et autres, ce qu'on oublie souvent, c'est que l'enfant il va grandir aussi. J'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur le partage des photos sur Internet, et c'était un autre des volets que ça. C'est vraiment que l'enfant, se voir quand il est adolescent, il peut être très gêné de voir certaines photos de lui quand il était petit. C'est très intime en fait. C'est comme si nous, je sais pas, votre mari vous a filmé, vous photographié depuis le début de votre relation, il a partagé tout, puis au bout d'un moment, je sais pas, 20 ans plus tard, vous revoyez ces photos, puis ça vous plaît pas, vous êtes peut-être pas à votre avantage selon vos propres yeux, bien sûr. Et les enfants, oui, c'est vrai qu'on, sans leur consentement, sous couvert que c'est nos enfants, on poste des choses et c'est pas toujours sympa pour eux. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, oui, il y a une loi qui les protège. Tout à fait, il faut se dire que les enfants, donc oui, ils ont des droits, et en fait, ils ont à peu près les mêmes droits que les adultes. Donc les enfants ont un droit à l'image. Oui. Alors, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'effectivement, ce sont les parents qui exercent ce droit à l'image. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le détiennent complètement, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec. Oui, en fait, quand on partage une photo de notre enfant, au-delà de tous les risques auxquels on peut se confronter, il y a aussi cette question de, mais en fait... pourquoi je le partage et est-ce qu'il aurait envie que je partage ça ? Donc la loi est aussi là pour rappeler que même si les parents exercent ce droit à l'image des enfants, ils doivent consulter les enfants et les jeunes dès qu'ils sont assez matures et en âge pour tout simplement donner leur consentement et savoir dire ok, oui ou non, je veux bien que tu poses cette photo. Et d'ailleurs, c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais sur le partage de photos, certaines personnes vont dire « mais moi, mon compte est privé, je ne partage pas avec tout le monde ». Alors oui, et malheureusement, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle parce qu'on se dit que mettre son compte en privé, c'est un peu la solution, mais tout comme les violences hors ligne sont commises la plupart du temps par des proches, les violences en ligne aussi. C'est peut-être un peu plus difficile à s'imaginer, mais en fait, les enfants qui sont victimes de prédateurs en ligne, la plupart du temps, ils connaissent déjà leurs prédateurs dans le monde extérieur.
Donc c'est déjà une première solution parce que ça permet de ne pas exposer son enfant au monde entier, mais ça garantit pas tout. C'est ça. Et puis c'est vrai que la question que tu as posée, enfin que les parents devraient se poser, que tu as suggérée, c'est-à-dire pourquoi je poste cette photo, et moi je rajouterais, est-ce que c'est utile qu'on voit son visage ? Tout simplement, est-ce que je peux pas le flouter ? Est-ce que je peux pas le prendre de dos ? Regardez, les stars, elles partagent pas les photos de leurs enfants pour des questions de sécurité qu'on peut comprendre, et elles arrivent à partager des photos, mais de dos, de loin, floutées, pris dans un angle où on les voit pas tellement. Donc on peut partager un joli moment de vie si c'est ça qu'on a envie de partager, si c'est ça vraiment la bonne raison, et sans qu'on le voit vraiment, quoi. On peut lui mettre un emoji, on peut quand même partager si on a envie de partager, mais en protégeant son enfant. Oui, tout à fait. C'est juste qu'on a aussi pris l'habitude de vivre dans une société où on partage beaucoup notre image. C'est ça. Mais c'est pas obligatoire pour les enfants finalement. On a très bien vécu et ça peut très bien se passer sans mettre en avant le visage de son enfant, effectivement, comme tu le disais. Ce qu'on n'a pas dit aussi, peut-être, c'est que ça donnait aussi des informations. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que c'est vrai que pour nous, c'est une photo, on s'imagine pas, on voit que la photo, mais on voit pas toutes les infos qu'il y a dans une photo. Justement, donc, on a sorti notre campagne de sensibilisation sur ce phénomène en octobre, et pour vous la décrire, il s'agit d'une mère qui distribue des photos de ses enfants dans la rue. Alors évidemment, les photos ne sont pas de vraies photos d'une enfant, ce sont des photos développées avec l'intelligence artificielle, donc des photos totalement anodines, et elle donne plein d'informations en les donnant. C'est ma fille, elle va à telle école, elle a son cours de sport à telle adresse, et ça nous paraît profondément choquant. On se dit mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et la vidéo se termine par un message disant que tout simplement en fait ça vous choque, mais c'est ce que vous faites quand vous êtes en ligne. Pourquoi? Parce que une photo, c'est pas qu'une photo. Une photo, c'est des données. Alors déjà, il y a toutes ces questions de localisation de la photo, de description. Il y a aussi des éléments qu'on peut repérer sur la photo. Un enfant dans sa chambre, peut-être que derrière il y a une photo de classe, donc je vois son école. Je connais aussi ses goûts, c'est plus facile de se rapprocher de lui. Et il y a également toutes les données qu'on appelle les données en cache, qui sont des informations de temporalité et de lieu sur ces photos-là. Oui, c'est-à-dire que les photos, elles sont datées, et ça dit, vous l'avez vu, quand vous faites des photos, ça vous dit où vous étiez, quand est-ce que vous l'avez prise, et si vous ne le savez pas, on vous le dit. Voilà, et donc ça indique quand même dans quel quartier vit l'enfant, où est-ce qu'il va à l'école, s'il fait du sport, ce qu'il aime aussi, du coup. Voilà, il aime le foot, je vais l'accrocher avec un truc de football. C'est vrai que ça va au-delà, et avec le développement des intelligences artificielles, je pense que ça va encore plus se développer. On a vu des créateurs de contenu, ce qu'on appelle des influenceurs, se faire agresser par des gens qui venaient chez eux et qui en fait avaient réussi à retrouver leur adresse avec des photos postées pas loin de chez eux ou devant leur maison, et aujourd'hui ils arrivent à retrouver, on arrive à avoir beaucoup d'informations. Donc même pour sa propre sécurité, j'ai envie de dire, au-delà du sharenting, il y a aussi de la protection, du bon sens à avoir avec ça, et je pense qu'on n'est qu'à l'aube de découvrir encore tous les... Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que nous, on essaye vraiment de mettre en avant cette question de régulation des nouvelles technologies, que oui, c'est une immense chance et on peut faire plein de belles choses avec. C'est génial. Mais il faut aussi qu'on garantisse qu'elles ne puissent pas être utilisées à ces fins-là, et donc prendre en considération tous ces risques pour ne pas aussi que Internet commence à devenir une sorte de zone de non-droit où on peut tout dire, tout faire, alors que c'est le vrai monde aussi, et du coup il y a des règles qu'il faut respecter pour que tout le monde soit en sécurité. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait pour... quelles sont justement les actions de plaidoyer de Caméléon ? Alors on en a plusieurs. La première, c'est, on va dire la plus globale, c'est que ces séances de prévention, ces ateliers de prévention que nous on met en place et plein d'autres associations mettent en place aussi, soient obligatoires et fassent partie des programmes en fait d'éducation. Tout simplement parce que apprendre que son corps est privé et qu'on n'a pas le droit de nous faire du mal, on trouve que c'est quand même un enseignement qui est plutôt essentiel dans la vie d'un enfant et d'un futur adulte. On se pose souvent la question de se dire est-ce que cette éducation elle doit relever du rôle des parents ou de l'école ou de toute autre structure. Ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des violences ont lieu
notamment dans des huis clos et notamment dans le cadre familial. Donc on ne peut pas juste se contenter de se dire c'est la mission des parents. Il faut qu'on soit tous responsables de cette mission-là et que toute la société rappelle ces actions de prévention. C'est aussi, donc à travers plusieurs mécanismes, rendre les plateformes numériques plus sûres. Donc en réglementant, en prenant en compte la présence des enfants et les risques auxquels ils peuvent être exposés quand on développe, quand on utilise et quand on teste une plateforme numérique. Un autre axe serait celui de la formation de tous les professionnels et de la sensibilisation de tous les adultes. Donc se dire, ok, maintenant qu'on a fait de la prévention, qu'on s'est dit, les plateformes sont à peu près sûres. Si un enfant parle, faut que quelqu'un puisse écouter ce qu'il dit et il faut que quelqu'un puisse savoir comment Donc être formé pour savoir les protéger, orienter leurs paroles, accueillir leurs paroles, parce que c'est pas quelque chose qui est évident d'accueillir la parole d'un enfant. Il faut certains mécanismes, il y a certaines règles à suivre. Et enfin, on va dire que le dernier axe serait de trouver un moyen de mieux prendre en charge les victimes. Donc une fois qu'on les a orientées, cette fois-ci, comment on les prend en charge, quels soins pour suivre leur psychotraumatisme, quelle réintégration, quelle reconstruction et quelle prise en charge aussi. Et justement, aujourd'hui, comment c'est géré ça? Quelles sont les failles de notre système aujourd'hui? Alors la première faille, on va dire, c'est une faille plutôt au niveau individuel. C'est que quand un enfant parle des violences qu'il a subies, il reçoit ce qu'on appelle une réponse sociale positive dans moins d'un cas sur 10. Une réponse sociale positive, c'est « je te crois, je vais te protéger », suivi d'une vraie protection. Donc ça, c'est 1 sur 10. 1 sur 10 parmi ceux qui parlent. Sachant qu'ils ne parlent pas tous. Exactement. Donc première faille. Deuxième faille, imaginons qu'un enfant parle, qu'un adulte l'écoute. Je vais t'emmener déposer plainte, je vais t'emmener faire un signalement. J'en profite pour le rappeler, dès qu'on a une suspicion de violence, on appelle directement le 119. Le deuxième point, c'est donc imaginons qu'un enfant parle, que quelqu'un l'écoute, on va aller déposer plainte, faire un signalement. En fait, tout le monde n'est pas formé. Les enquêteurs, ils sont pas forcément formés. Parfois, l'enfant ne va même pas être écouté. Et ensuite, s'il y a une enquête, on sait que il y a plus de 70% des affaires qui sont classées sans suite. Pour ce qu'on appelle manque de preuves. En fait, les faits ne sont pas assez caractérisés parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Donc il y a toutes ces failles judiciaires qui peuvent aussi créer un climat de manque de confiance dans la justice et conduire beaucoup de personnes à finalement ne pas déposer plainte et ne pas essayer de faire en sorte que leur agresseur soit poursuivi. Le troisième point, ça va être davantage dans la prise en charge. Si les violences ne sont pas reconnues, il n'y a pas de possibilité de prendre en charge tous ces psychotraumatismes. On sait que les enfants victimes de violences sexuelles peuvent développer, de la même façon que des vétérans dans la guerre, des stress post-traumatiques. Et ça peut créer plein de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, un rapport était sorti il y a 2 ans disant que le déni des violences sexuelles coûte à la société française 9,7 milliards d'euros chaque année. Dans ça, il y a toutes les conséquences qui ne sont pas prises en charge. Le fait que des survivants se retrouvent à multiplier les rendez-vous médicaux tout au long de leur vie parce que ça n'a pas été pris en charge au début. Et évidemment, toutes ces questions de coût des vies perdues parce que plein de survivants ont aussi des symptômes dépressifs qui peuvent les conduire à des fins d'autant plus tragiques. Parler des politiques, quelle est la part justement qu'accordent les politiques, toutes couleurs confondues? On ne va pas faire de la politique, mais juste quel est ton sentiment, toi, par rapport à ça? Je me souviens que notre président actuel, donc Emmanuel Macron, avait dit qu'il ferait de l'éducation de l'enfance une priorité. On en est où? Et là, on en est un peu nulle part, malheureusement. L'enfance, c'est pas un sujet qui est considéré, en fait. C'est un chiffre que j'aime rappeler. 22% de la population française, ce sont des enfants et des jeunes. C'est un Français sur 5. C'est énorme. Et pourtant, si vous regardez, et malheureusement c'est de toutes couleurs confondues, si on regarde les programmes politiques, on n'a pas tant de choses que ça sur les enfants. Oui, on peut faire des effets d'annonce sur le fait que leur protection est essentielle, mais ça suffit pas. Alors évidemment, on a quand même notamment des parlementaires qui mettent beaucoup de choses en place, des commissions d'enquête, des délégations aux droits de l'enfant à l'Assemblée. Mais c'est des éléments qui sont très difficiles à faire passer parce que une des raisons peut être qu'en France, on a quand même une culture de la famille qui est assez importante. Par là, j'entends que on considère un peu que toutes ces questions d'éducation, de mettre les enfants en sécurité, de les protéger, c'est de l'ordre du privé. Alors que non, tu disais juste avant, c'est un enjeu de santé publique aussi. Donc on a encore du mal à considérer que un membre de la famille, et notamment un père, un oncle, un frère, peut être un agresseur. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a très peu de décisions qui sont prises
suite aux recommandations qui sont faites par le milieu associatif et le milieu de la société. En fait, par là, c'est que nous, les associations, que aussi tout le système de ce qu'on appelle la protection de l'enfance, donc ce qu'on rattache un peu au placement des enfants, mais aussi à toutes les mesures d'assistance éducative qu'on peut mettre en place, et bien en fait, il y a des centaines de recommandations qui sortent chaque année. Et elles ne sont pas reprises. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait autant de sensibilisation, c'est pour essayer de dire ok, il y a ce sujet-là, maintenant on le prend en compte et on se dit que c'est une priorité parce que c'est un Français sur 5 qui est concerné par ces choses-là, donc on le met au centre de tout. Et je pense que c'est pas quelque chose d'extraordinaire de demander à ce que tout simplement on prenne en considération les droits des enfants dans nos politiques publiques. Et l'éducation aussi, quoi. Si on veut un monde, on le sait, hein, plus une société investit dans ses enfants, c'est les créateurs du monde de demain. Donc plus la société va bien, plus ses enfants sont heureux et plus le monde sera beau, hein, sans tomber dans un idéal. Alors comment on peut aider Caméléon? Comment on peut s'appliquer aussi soi-même? Alors la première étape, elle est au niveau individuel, c'est d'essayer, je pense que j'ai beaucoup dit le mot responsabilité, c'est de se responsabiliser soi-même et de se dire qu'ensemble, en fait, on a ce pouvoir-là de plus détourner le regard, que de se dire, ok, c'est un phénomène qui existe, je l'entends, je décide de ne pas le mettre sous le tapis et maintenant je fais en sorte que tous les enfants autour de moi ou tous les adultes survivants puissent aussi comprendre que j'entends la réalité qu'ils ont vécue et que en fait c'est cette question du déni qui revient. Donc la première étape elle est assez individuelle, c'est celle de pouvoir dire à un enfant je vais te protéger et de faire en sorte de pouvoir le faire. Maintenant, pour soutenir plus précisément nos actions, la première chose, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'on met en place et on crée plein de contenus. Vous pouvez retrouver des petites vidéos explicatives en fait, qui essayent de vulgariser toutes ces questions-là parce que honnêtement, il y a tellement de violence que c'est difficile de s'y retrouver. Oui, bien sûr. Donc avec aussi des conseils pratiques, évidemment sur notre site internet aussi, avec des conseils notamment pour les parents. La deuxième étape, c'est en fait nous aider tout simplement à financer nos actions, donc à travers des dons. On a aussi un programme de parrainage, notamment en lien avec les Philippines. En fait, il s'agit de parrainer des enfants que nous, on prend en charge notamment aux Philippines. C'est une sorte de formule qui à partir de 28 € et en fait qui est défiscalisée comme tout ce que vous pouvez faire avec les associations. Et l'objectif n'est pas que financier, c'est aussi de créer un lien avec son ou sa filleule dans une relation personnalisée. Mais je crois que tu es marraine, donc si tu veux nous partager ton expérience. Oui, moi je trouve ça formidable parce qu'en plus c'est quelque chose où on peut impliquer nos enfants. Ils sont privilégiés, hein. La plupart des gens qui m'écoutent sont dans des conditions de vie qu'aux Philippines on nous envie, évidemment. Ils n'ont pas la même qualité de vie qu'on a. Et quand en plus on a été violé, parfois dans le cadre familial où les enfants sont parfois élevés comme on élève quelqu'un pour après l'utiliser et le vendre. Hein. Certains parents vendent leurs enfants. Alors c'est pas que ça, mais il y a ça aussi. Ça change beaucoup aux Philippines. On se souvient de ce film, en tout cas moi, parce que toi tu es un peu jeune, mais Les Trottoirs de Manille, je me souviens que ça m'avait profondément choquée. Ça avait révélé un tourisme sexuel absolument choquant. On voyait des petites filles sur des tables de dancing habillées comme des prostituées, quoi. C'était vraiment choquant. On avait l'impression que ça existait que là-bas. On sait qu'ici, bien sûr, il n'y a pas ces dancing-là, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça existe aussi chez nous. Mais voilà, et donc je trouve que nos enfants aujourd'hui qui sont très privilégiés et même je trouve qu'avec l'avènement des réseaux sociaux c'est encore plus, voilà, ils voient des vies de rêve partout, ils ont l'impression que c'est ça le monde, c'est bien de leur montrer qu'il y a un autre monde qui existe sans les choquer. Et donc nous, moi j'ai une petite filleule que j'accompagne depuis plusieurs années et il s'agit, voilà, à partir de 28 € par mois, sachant que c'est un peu comme si on mettait une cagnotte puisqu'on récupère fiscalement une partie de cet argent, une grosse même, je crois que c'est plus de la moitié de cet argent qui est en crédit d'impôt.
ça permet d'accompagner, de commencer à faire un pas. Cette personne, elle nous écrit, c'est génial parce qu'on lui écrit. Et elle nous écrit, elle nous raconte sa vie. Les petites Philippines, on me l'avait dit, mais elles sont très attachantes. Ce sont des personnes qui sont très affectives, voilà, qui n'ont pas peur de dire qu'elles aiment, qui donnent vraiment leurs émotions. Ben voilà, ça permet d'aider parce que c'est vrai que j'imagine Caméléon aimerait avoir des centres comme ça ici en France, mais le coût serait peut-être pas le même, j'imagine. C'est ça. Voilà. En France, on essaye aussi enfin, on a la chance d'avoir un système d'aide sociale à l'enfance, alors qui est en crise totale, mais qui existe. Donc on aimerait aussi, pourquoi pas à terme, travailler plus avec eux et pouvoir avoir cette approche plus globale et aller jusqu'à l'accompagnement des victimes en France aussi. Et l'avantage aux Philippines, c'est que les petites filles, alors c'est que des filles, hein, pour des raisons que vous comprenez, on ne peut pas mélanger et faire la mixité, elles sont prises en charge à partir du moment où il y a eu un constat de viol. Et donc Caméléon va les mettre dans un centre, comme un internat en fait. Elles vont aller à l'école, on va les suivre jusqu'à la fin de leur scolarité et même de leur projet professionnel. C'est-à-dire qu'il y a tout un accompagnement à la réinsertion, mais pas que. On va les accompagner juridiquement pour qu'elles portent plainte contre leur agresseur. On va les accompagner aussi sur les activités, les loisirs. Il y a une école du cirque, mais aussi il y a aussi tout un package psychologique d'accompagnement pour justement la reconstruction psychologique et tout ça, avec l'accompagnement avec le cheval aussi. Voilà, il y a plein de techniques comme ça très innovantes de manière à accompagner ces jeunes filles à la reconstruction. Donc je trouve que c'est vraiment moi, je trouve que c'est vraiment chouette. On leur écrit, elles nous écrivent, les enfants voient parce que on leur raconte. On a une petite fiche qui raconte ce qui lui est arrivé. Donc c'est un peu dur, mais c'est bien aussi de confronter nos enfants à la réalité et qu'ils se rendent compte. Alors peut-être pas quand ils ont 7 ans, mais moi les miennes, elles sont ados, de se rendre compte que voilà, il existe un autre monde et qu'elles sont privilégiées, ne serait-ce que pour ça. Tout à fait. Puis on peut aider avec des dons, oui, tout simplement. Donc oui, non, ce que je voulais dire, c'est effectivement si vous n'avez pas envie de rentrer dans cette relation qui est aussi demandeuse de temps, parce qu'on veut aussi un engagement du côté des parrains et des marraines, justement comme le tien, parce qu'il fait partie de ces parcours de reconstruction aussi. On peut aussi donner à l'association pour financer nos programmes, qu'il s'agisse de programmes en France ou aux Philippines. Et enfin, la troisième façon de s'impliquer, c'est tout simplement de nous envoyer un petit mail pour demander si on a des besoins, notamment en termes de bénévolat, et trouver un moyen de s'engager à nos côtés pour nous aider à continuer ce combat. On n'est pas une très grande équipe en France et on a vocation à aussi se développer pour justement adresser ces plus de 160 000 enfants victimes par an. Il est temps, moi je dis il est temps. Je le vois bien, quand vous faites une pétition par exemple, personne ne pourrait dire non. Tout le monde serait d'accord, c'est pour des enfants. Qui va dire, moi je suis sûre, si j'arrête les gens dans la rue, vous les signez pour que les enfants soient mieux protégés? Je pense qu'il n'y a personne qui va me dire, à moins de tomber sur quelqu'un qui n'a pas tous les frites dans le même paquet, comme disent les Belges. Voilà, personne va dire, non, la cause des enfants c'est nul, on ne va pas s'en occuper. Mais quand il y a une pétition qui sort, comme c'est un sujet, je vous l'ai dit en préambule, qui crée beaucoup qui choque en fait, on n'a pas envie d'en entendre parler, du coup, on a du mal à capter les audiences. Donc ça, comme tu l'as dit, aller sur les réseaux de l'association Caméléon ou d'autres qui œuvrent pour ça, de s'impliquer déjà, rien comme ça c'est gratuit, d'aller liker un post. Ça montre aussi au pouvoir public que la société est engagée derrière cette cause. En fait, c'est ça aussi qu'il faut, qu'on n'a peut-être pas dit parce que j'ai pas pensé, mais c'est vraiment de se dire qu'en fait toutes les actions qu'on fait, d'aller liker des posts, de regarder une petite vidéo, de la partager à ses amis en disant ouais tu vas voir c'est lourd mais regarde quand même parce que c'est intéressant, j'ai appris des trucs, ça m'a éveillée parce que vraiment elles sont bien faites vos petites capsules sur le site, elles sont vraiment chouettes, c'est court, c'est rapide, c'est digeste, c'est très vulgarisé, donc voilà, c'est sympa à écouter, ça nous apprend des choses et donc vraiment voilà, engagez-vous, mettez-vous sur la newsletter de Caméléon, comme ça quand il y a des actions de pétition ou des choses comme ça, voilà, de signer, ça vous prend 30 secondes, ça coûte 0 et ça aide énormément. Ça donne une force de frappe, mais c'est tout le dilemme des violences faites aux enfants, c'est comme tu le disais,
personne pourrait dire que c'est pas un sujet important. Non. Et pourtant, il y a très peu de monde qui choisit de s'engager dans cette voie-là. Alors, on ne dit pas que tout le monde doit... Ouais. Jamais. S'il y a eu une première manifestation l'année dernière lancée par un réseau associatif dont on fait partie qui s'appelle le COFRAD, qui est la marche pour l'enfance et la jeunesse, qui aura lieu tous les ans au printemps. Donc pareil, ça c'est d'autres actions. C'est si vous avez l'habitude d'aller en manifestation, c'est de sortir dans la rue et de soutenir le fait que les enfants ont des droits et qu'ils peuvent le crier haut et fort dans l'espace public. Mais oui, en fait, on ne demande pas à tout le monde de s'engager, de dire allez, aujourd'hui je deviens un acteur dans la lutte contre les violences, mais ça peut passer par des petites actions qui en fait rendront le fait de parler de ces violences normal et plus courant, parce que pour l'instant on a encore un peu de mal à faire valoir l'importance de ce sujet et la nécessité d'agir tout de suite sans attendre plus pour mettre en sécurité les enfants. Merci beaucoup Églantine. Merci à toi. Je ne voulais pas préciser, mais je suis membre du conseil d'administration de Caméléon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je siège et que je vote, mais pas que. Ça veut dire aussi que je donne de mon temps. Voilà, quand je le peux, sur des actions sur lesquelles j'ai de la pertinence, évidemment. Donc voilà, il y a plein de manières d'agir, mais merci beaucoup Églantine. Tu veux rajouter quelque chose ? Je pense qu'on a tout dit, mais merci encore de nous donner cette opportunité de parler de notre belle association et de nos beaux projets. Alors sur un podcast, vous n'aurez pas de lien, mais si vous me regardez, le podcast est mis sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, donc Noémie de Saint-Cernin. Vous allez retrouver en barre d'infos tous les liens qui vous permettent d'aller sur le site de l'association, qui vous permettent de retrouver tout ce dont on a parlé ici et toutes les ressources. Merci de nous avoir écoutés. Merci Églantine. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous ? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.